I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation livresque. Donc ce sont mes recos personnels. C'est ce que moi j'ai envie de lire. Forcément, je ne vais peut-être pas craquer, mais en tout cas, ce sont des recommandations liées à mon état d'esprit, à mes envies du moment. Alors, on va commencer bien par La locataire de Freda McFadden. Alors, je ne vais pas du tout le lire bientôt, ni maintenant, ni demain, ni dans les prochaines semaines, puisque j'ai fait quand même une petite overdose avec La femme de ménage et les 3 tomes donc, de la saga. Mais pour celles qui auraient envie, donc vous avez ce dernier titre, La locataire, donc qui fait 400 pages, qui est sorti le 11 février. Alors, de quoi ça parle? Rien ne va plus pour Blake. Licencié brutalement, il n'arrive plus à payer le prêt immobilier de la nouvelle maison qu'il partage avec sa fiancée. La solution? Prendre une locataire pour les aider à payer les frais de la maison. Et Whitney correspond exactement à ce que le jeune couple recherche. Elle est sympathique, charmante, sérieuse. La locataire parfaite, en apparence. Rapidement, quelque chose cloche. Une odeur putride imprègne la maison et des bruits étranges réveillent Blake au milieu de la nuit. Et bientôt, il commence à redouter que quelqu'un découvre ses secrets les plus sombres. Le danger a pénétré dans sa maison et lorsqu'il s'en rend compte, il est bien trop tard. Le piège est sur le point de se refermer. Franchement, ça a l'air très sympathique, hein, mais voilà, pour tout de suite, non, j'ai une overdose des Freda McFadden. Ensuite est sorti le 6 février, La fin du voyage d'Arnaldur Indridason. Alors, je vais regarder s'il s'agit d'un tome, d'un one-shot, comme on dit, ou si c'est la suite de quelque chose. Hein. Je n'ai pas l'information, si c'est une suite ou pas. On parle de Jonas Hallgrímsson, qui est naturaliste et poète. Il étudie à Copenhague et il crée une revue de poésie et il vit donc en Bohême. Romantique, voilà, il est entouré d'écrivains, voilà, il est assez volubile. Donc il va voir un certain Humboldt à son retour des Amériques. Il est donc amoureux d'une jeune fille, mais n'ose pas se déclarer. Donc il a rencontré pendant les vacances Kelly, un jeune garçon berger et rêveur, né dans une famille très pauvre qui est devenu son ami. Le sort va les frapper impitoyablement tous les deux au même moment. Donc Jonas va se casser la jambe et être hospitalisé et va subir donc une négligence du chirurgien. Et Kelly qui va disparaître dans la campagne déserte de l'intérieur du pays. Bon, là, ça ne nous dit pas grand-chose. Franchement, là, l'intitulé, ça ne me donne absolument pas envie. Mais connaissant Arnaldur Indridason, c'est sûr que c'est bien. Donc, il fait 256 pages et il est sorti le 6 février. Ensuite, de Céline Dangean, vous avez Déferlante, alors qui est sorti le 12 février, 469 pages. Alors là non plus, je ne sais pas si c'est une suite. Ça, c'est vrai que c'est pénible, ça, quand on n'a pas les infos à ce sujet-là. Lui, l'homme inébranlable, le roc, tremblait des pieds à la tête, et ses prunelles humides brillaient d'un éclat nouveau qu'elle connaissait bien, celui des gens qui ont perdu un morceau d'âme. Finistère Nord. Devant le cercueil d'Alessandro, le silence ne peut dissimuler la haine qui oppose les Chavez aux De la Roche. Albertina, la mère du défunt, est convaincue de la culpabilité de sa belle-fille Chloé, ex-enfant star et actrice de renom. Le rapt de Chloé à la sortie du cimetière libère une violence incontrôlable. Manipulation, menace et chantage aspirent les deux clans dans une spirale dévastatrice. Bon, ça n'a pas l'air d'être une suite. Peut-être qu'on va parler des mêmes enquêteurs que sur certains tomes, comme Châtiment par exemple, je ne sais pas. Je dis ça, mais je n'en sais rien. Je ne l'ai pas lu d'ailleurs. Mais franchement, ça a l'air super. Mais j'adore quand il y a des guerres de clans comme ça. J'adore. Bon,
Je suis très très loin de lire celui-ci aussi parce que je suis très en retard sur mes lectures de Céline Dangean. Très très loin. Ensuite, évidemment, le Stephen King, hein, Ne jamais trembler, qui est sorti fin janvier. C'est vrai que je ne vous l'avais pas présenté. Je ne vous avais pas présenté mes envies livresques de janvier. Je ne sais même pas si j'ai fait décembre ou tout début décembre et encore. Donc, il est sorti le 28 janvier. Il fait 528 pages. Ne jamais trembler. Je vais tuer 13 innocents et un coupable. Ainsi, ceux qui ont causé la mort de l'innocent souffriront. Il s'agit d'un acte d'expiation. 14 citoyens dans le viseur d'un prétendu justicier. Signé d'un certain Bill Winson, la lettre parvenue à la police de Buckeye City sème la panique, surtout lorsqu'il apparaît que le meurtrier choisit ses victimes au hasard. Militante des droits de la femme, Kate McKay vient de se lancer dans une tournée de conférences sulfureuses aux États-Unis, sans prendre au sérieux les menaces d'un individu qui semble déterminé à la faire taire à tout prix. Au cœur de ces deux affaires, Holly Gibney, le personnage préféré de Stephen King. Je ne me rappelais pas qu'elle s'appelait Gibney. Peut-être qu'on ne dit pas le B, Guinée, Gibey, je ne sais pas. En tout cas, palpitant, caustique et scandaleusement captivant, ce roman explore les zones d'ombre de la justice. Voilà. Bon, franchement, il fait trop envie aussi. Moi, les Stephen King, maintenant, j'aime beaucoup, surtout ceux qui vont pas dans le surnaturel, vous voyez, qui vont un peu trop dans le fantastique, j'aime pas, comme Sleeping Beauty, mais j'ai pas du tout aimé. Mais après, Monsieur Mercedes, vous voyez, ce genre-là, c'est top, quoi, j'ai adoré. Vous avez aussi Michael Connelly, Sans âme ni conscience, qui est sorti le 14 janvier, 460 pages. Donc, il est toujours aux affiches chez Cultura, etc. Vous pouvez le trouver chez votre libraire sans problème. Donc là, je ne sais pas du tout non plus si c'est une suite des précédents ou si c'est un one-shot. Mickey Haller et Jack McEvoy unissent leurs forces lors d'un procès pour meurtre hors norme. Mickey Haller, le célèbre avocat à Lincoln, se lance dans une action contre une entreprise de la tech dont l'intelligence artificielle est accusée d'avoir encouragé un adolescent à tuer sa petite amie. Au cours de son enquête, il croise la route de Jack McEvoy, un journaliste qui assiste aux audiences afin d'écrire un livre sur le sujet. Bientôt, tous deux retrouvent la trace d'une lanceuse d'alerte qui a tenté de révéler l'affaire, mais celle-ci devient rapidement périlleuse car des milliards de dollars sont en jeu et le géant de l'IA, auquel Haller s'attaque, ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. Voilà, donc roman captivant, actualité brûlante, et puis surtout par rapport à l'IA. Donc là, on est vraiment au cœur de ce problème-là. Ensuite, bon, Les Belles Promesses de Pierre Lemaitre, et donc, si on peut dire, un tome 4 sur sa période, voilà, des grandes, pas des grandes, mais des années glorieuses, etc. Moi, j'ai pas lu tous les tomes puisque je ne savais pas que c'était vraiment, c'est pas franchement une suite, hein, mais ça part de plusieurs périodes qui se suivent, d'après ce que j'ai compris par rapport à son interview. Donc, c'était des 30 glorieuses, voilà. Il clôt avec Les Belles Promesses sa plongée mouvementée et jubilatoire dans les 30 glorieuses. Bon, après, ils ne disent pas le nom des précédents, mais je sais qu'il y avait Au revoir là-haut, par exemple, que j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant, que j'avais adoré. Donc, tout commence par un incendie, un bébé et un sanglier. Paris est transformé par des travaux titanesques. Le cœur d'un homme est écartelé, le monde rural menacé, des femmes sortent de l'oubli et les membres de la famille Pelletier, toujours plus proches de nous, marchent inexorablement vers leur destin. Au terme d'un effroyable dilemme moral, ce sera l'effondrement ou l'apothéose. Franchement, ça promet un scénario incroyable. Donc, il est sorti le 6 janvier et il fait 512 pages. C'est vrai que celui-là, vraiment, il me tente énormément depuis que j'en ai entendu parler. Alors, un aussi qui... Voilà, il y a des avis assez mitigés. C'est Fauve, de Melissa d'Acosta. Donc, qui est sorti le 7 janvier. 484 pages, chez Albin Michel. Alors, j'en ai entendu du bien et du pas bien.
Voilà, donc j'aimerais bien me faire ma propre idée. Un roman magistral et une fin en apothéose. De Nice Matin, quand même. Bon. Tous les journaux donnent quand même de très bonnes revues. À voir. Comment s'échapper de sa cage? C'est l'obsession des fauves, mais aussi celle de Tony, 17 ans, lorsqu'il rejoint un cirque itinérant après avoir fui la violence de son père. Faire face aux bêtes, affronter ses propres démons. Le nouveau roman de Melissa d'Acosta nous propulse au cœur de l'arène, où l'ivresse du danger fait oublier la mort. Une fresque magistrale portée par une écriture tendue et charnelle. Voilà, écoutez, je ne sais pas quoi en penser. J'aimerais bien le lire, en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, de Catherine et Ryan Howard, 56 jours. Alors, c'est un thriller érotique. C'est la première fois que je vois ça. Et donc, vous avez une série sur Amazon Prime qui est disponible à partir du 18 février avec Dove Cameron. Je ne connais pas du tout. Et donc, ça, c'est l'autrice de Le Courant d'air. Celui-là aussi, j'avais très envie de le lire. Et je n'ai toujours pas lu. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, je n'en sais rien. Ils ne disent pas. Si, on va trouver. Un crime a été commis, mais qui est la victime? Il y a 56 jours. Ciara et Oliver se rencontrent alors qu'ils font la queue à la caisse d'un supermarché de Dublin. Début d'une belle histoire au moment où l'épidémie de Covid frappe les côtes irlandaises. Il y a 35 jours, Oliver propose à Ciara d'aménager chez lui afin qu'ils passent ensemble le confinement. L'occasion pour les deux jeunes gens de mieux se connaître et de renforcer leur idylle naissante. Aujourd'hui, la police retrouve un corps en décomposition dans l'appartement d'Oliver. Le crime parfait vient-il d'être commis? Bon, sorti le 8 janvier, il y a un moment, 326 pages, mais voilà, il fait partie de mes envies. Et qu'est-ce que je pourrais encore vous recommander? Ah oui, un qui est passé, j'ai pas pensé là, vous le dire. C'est La voisine sans histoire de Liz Nugent, qui est sorti le 15 janvier, 349 pages. Les nouvelles voix du thriller domestique britannique. Bon, ça a l'air d'être un petit peu dans le mouvement de Frida McFadden. Hein. Votre voisine n'est pas toujours celle que vous croyez. Sally Diamond déteste les surprises et les questions. Elle obéit toujours aux consignes à la lettre. Mais quand son père lui fait part d'une étrange dernière volonté, au risque de voir la police et les médias attirer l'attention sur elle, mais les journalistes ne sont pas les seuls à l'observer. Quand des missives signées par un mystérieux S apparaissent dans sa boîte aux lettres, Sally ne peut plus échapper à son passé. Bon, à voir, mais voilà, j'en ai vu un petit peu quelques revues et ça m'intéresse. Ensuite, Love Mom, hein, ça aussi on en a largement entendu parler. Il est sorti le 8 janvier aussi, thriller domestique phénomène. J'en ai entendu du bien et du moins bien. Donc ça serait cool que je me fasse ma propre idée, mais comment faire pour lire quand en ce moment on n'avance pas? Et pour liquider ma palle, c'est très compliqué en ce moment. Alors, si votre mère a caché un secret si sombre qu'il pourrait vous détruire. Mackenzie, 21 ans, a grandi dans l'ombre de sa célèbre mère, E.V. Range, autrice de thrillers à succès. Alors, quand cette dernière meurt subitement dans un accident, Mackenzie hérite de bien plus qu'un deuil. Le jour des obsèques, elle reçoit une étrange lettre qui commence par ces mots. « Tu veux connaître un secret? Love, Mom ». Dans l'enveloppe, un extrait du journal intime de sa mère. Ce que Mackenzie y découvre la laisse en état de choc. S'ensuivent une deuxième et troisième lettre où s'enchaînent les révélations sordides. Mensonges, manipulations, meurtres. Très vite, Mackenzie comprend que sa mère n'était peut-être pas celle qu'elle croyait et que sa renommée cache une réalité aussi dérangeante que dangereuse. Parce qu'il existe des secrets qu'on ne devrait jamais exhumer et des vérités pires que la mort. Ça promet, quand on écoute ça, ça promet. Et le dernier, Le jour où je suis devenue espion, de Vincent Crouzet. Alors, c'est plus biographie et mémoire. Hein, c'est pas du tout un thriller, mais c'est une histoire de vie.
histoire de vécu. Il est sorti le 5 février et il fait 208 pages. Petit livre. Je souhaite évoquer non pas un, mais des jours J, ceux qui m'ont construit dans mon activité d'agent de renseignement. À l'origine, les grands romans d'espionnage anglo-saxons et la conscience de m'inscrire dans un contexte de fin de guerre froide et de lutte entre l'Ouest et l'Est. Puis la période très particulière du recrutement, les premiers pas sous la tutelle de maîtres espions, l'enthousiasme des premières projections, Liban, Angola. Donc, voilà, l'auteur nous explique. Je souhaite raconter ce monde fantasmatique à hauteur d'homme, narrer un métier qui s'appuie sur les forces et les faiblesses de chacun au sein du service clandestin, composé de personnalités audacieuses sachant courir le monde. Il y sera question évidemment de manipulation, d'apprentissage de légendes, de couverture, d'infiltration dans des milieux criminels, d'échecs, mais aussi de quelques succès ayant pleinement contribué au service de mon pays. Ce témoignage permettra, je l'espère, la découverte d'univers méconnus comme celui des marchands d'armes et celui fascinant du monde du diamant, auprès duquel j'ai travaillé sous couverture pendant plus de 10 ans. Et il mettra en avant l'efficience d'un service de renseignement, égal de toutes les grandes agences, celui de mon pays, la DGSE. Donc pour ceux qui aiment avoir le fait mot un petit peu, tout ce qui se passe un petit peu en coulisses, on va dire, dans certains métiers du renseignement, vous allez être comblés, je pense. Moi, ça m'intéresse énormément. Voilà, donc je l'ai mis dans ma wishlist. Donc, pour les recommandations janvier-février, écoutez, ça sera tout pour l'instant. C'est tout ce que j'ai remarqué vraiment dans tout ce qui est un petit peu rapport polar-thriller. Vous savez que moi, je suis plus penchée sur ce genre-là. Si je peux avoir un coup de cœur pour notre livre, notre style de livre, pour avoir, par exemple, je peux craquer aussi sur un feel good, ça peut m'arriver d'avoir une grosse envie, ou sur une romance, surtout qu'en ce moment, j'ai envie de lire des romances, plus des films quand même, j'avoue, mais ça peut bifurquer peut-être un petit peu, on verra. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. Moi en tout cas, j'ai très envie de lire pas mal de bouquins de cette liste. Donc n'hésitez pas, dites-moi si vous avez déjà lu certains, puisque la plupart sont déjà sortis. Mais dites-moi si vous avez aimé ou pas, et pour m'aiguiller sur mes futures lectures. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!